Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du format Dinomitsu, le fameux format où je réponds à toutes vos questions. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, je suis bien arrivé à Paris. Forcément maintenant vous me connaissez, hein, qui dit France dit galère, et des galères là ces derniers temps, on peut dire que ouais, j'en ai eu pas mal, donc on va parler un petit peu de tout ça dans la vidéo, mais avant tout forcément, hein, vous connaissez le format, j'ai pris un petit peu de vos questions sur YouTube et sur Instagram, et tout en se promenant un petit peu dans Paris, qui est une magnifique ville d'ailleurs, je vais répondre un petit peu à tout ça. Donc là on s'est posé dans un petit parc, on est du côté du Marais si je me trompe pas. J'aime beaucoup Paris, Paris c'est vraiment très sympa, ça fait un petit moment que je suis pas revenu, la dernière fois que j'étais revenu à Paris du coup c'était il y a 2 ans. Et je redécouvre Paris, c'est vraiment trop beau, vraiment j'adore cette ville. Je pourrais peut-être pas y vivre, je suis trop attaché à Tokyo, mais je trouve ça vraiment joli et je vais essayer de revenir un petit peu plus souvent parce que c'est vrai que cette petite ambiance parisienne là, elle peut avoir tendance à me manquer. Ceci étant dit, écoutez, nous on ne perd pas plus de temps et maintenant je commence à répondre aux questions YouTube. On retire les lunettes. Alors première question, elle nous vient de You Shine Like the Sun qui nous dit: envers qui as-tu le plus de reconnaissance et pourquoi? On est à Paris. Alors en qui j'ai le plus de reconnaissance? Je vous avoue, ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que j'ai eu pas mal d'interviews, on va revenir un petit peu là-dessus plus tard. Et je pense aujourd'hui, j'ai 2 éléments de réponse qui sont assez importants, je pense, pour moi. L'un des premiers, des personnes en qui j'ai énormément de respect, énormément de reconnaissance actuellement, et je pense que c'est directement lié à ce que je fais aujourd'hui, ça va être TV Louis. Mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. C'est-à-dire que TV Louis, moi quand je les ai rencontrés à la base, c'était une période un peu particulière parce que c'était le Corona. Moi j'étais dans l'incapacité de faire mon travail, qui était mon travail dans les médias, dans le milieu entertainment au Japon, tout ça. Et au final, quand je les ai rencontrés, ils m'ont déjà proposé de travailler avec eux, tout ça, ce qui est une bonne chose. Mais surtout, je suis devenu vite très ami avec eux. Il y a vraiment une amitié très forte qui s'est créée entre Louis TV et moi. On est plus que des collègues, devenus des véritables potes en fait. Et c'est vraiment eux, comme vous le savez, qui m'ont poussé par la suite à me lancer sur YouTube parce que eux, ils voyaient quelque chose en moi que moi je voyais pas forcément. Et c'est vrai que moi à la base YouTube, j'avais pas du tout prévu de faire ça, hein. J'ai jamais vu une carrière de YouTube comme quelque chose que j'avais envie de faire ou quoi que ce soit, vraiment pas. Ce qui fait que non, c'est vraiment eux qui m'ont poussé à cette époque-là. Et au final, le fait d'avoir pu travailler avec eux, le fait d'avoir été ami avec eux, le fait d'avoir travaillé sur des vidéos avec eux, d'avoir pu être un petit peu dans l'envers du décor du paysage YouTube, bah ça m'a donné énormément de codes, ça m'a donné vraiment tous les outils nécessaires qui m'ont permis en quelque sorte de pouvoir me lancer sur YouTube de la meilleure des manières. C'est-à-dire que moi je suis arrivé sur YouTube début 2021, j'avais déjà monté des vidéos YouTube pour eux, j'avais déjà cadré des vidéos YouTube pour eux, je savais comment faire un titre, une miniature, je savais comment monter avec le rythme de YouTube. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui indirectement ils m'ont donné en me laissant travailler avec eux. Plus même que la visibilité qu'ils ont pu me donner, je pense que le plus beau cadeau que TV Louis m'ont donné, c'est ça en fait. Toute cette manière de faire à la YouTube qui m'a permis de très rapidement pouvoir faire des choses qui soient intéressantes pour les gens qui ont commencé à regarder ma chaîne. Je pense que j'ai énormément, pour pas dire trop de reconnaissance. Je ne peux pas ne pas les citer quand je vois où j'en suis aujourd'hui en fait, vraiment. Donc TV Louis déjà dans un premier temps, ça c'est sûr et certain. Et ensuite les autres personnes à qui je pourrais passer un énorme big up, clairement je pense tous les Japonais que j'ai rencontrés en France avant même de venir au Japon. Parce que comme j'en ai parlé récemment en vidéo, le fait d'avoir déjà des amis japonais en France avant même de venir au Japon, ça m'a permis de gagner 2 choses qui sont extrêmement importantes et qui m'ont permis de m'intégrer une fois arrivé au Japon, très rapidement en tout cas. C'est la langue. En parlant tous les jours avec des japonais, forcément mon japonais a évolué de manière exponentielle et je me suis retrouvé à savoir parler très rapidement très bien japonais, à tel point qu'en arrivant au Japon, j'ai eu aucun problème de conversation. Moi la barrière de la langue, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment connu personnellement et ça c'est vraiment grâce à eux. Et la deuxième chose, comme je l'avais expliqué en vidéo, c'est les codes sociaux. C'est le fait moi d'être avec des japonais tout le temps en France. Tous les codes sociaux en fait que tu apprends normalement en étant sur le terrain, moi j'y ai eu accès, j'ai eu un espèce de cheat code grâce à eux avant même de venir au Japon. J'ai pris le Shinkansen vers l'intégration, vraiment. À ce niveau-là, j'ai énormément de respect envers eux, j'ai énormément de reconnaissance envers eux, parce que certainement que ce soit TV Louis ou que ce soit mes amis japonais en France, je serais certainement pas là si je les avais pas rencontrés un jour. Mais clairement voilà, cela c'est sûr et certain. Et écoute, en tout cas You Shine Like the Sun, j'espère que j'ai pu ne serait-ce qu'un peu répondre à ta question. Prochaine question, elle nous vient de Karimak6921, vous avez des blazes incroyables les mecs, qui nous dit: hormis les youtubeurs Japon,
quelle collaboration t'intéresserait ? Alors ça, c'est une question super intéressante et les gens qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le savez peut-être, mais moi, clairement, je suis tombé un peu dans le YouTube Japon parce que je vis au Japon et parce que j'ai des histoires à raconter sur ma vie au Japon, tout ça. Donc voilà, c'est vrai que le segment Japon, au final, il était assez logique par rapport à la vie que j'ai. Mais clairement, si j'avais pas fait du YouTube Japon et si je m'étais quand même lancé sur YouTube, le segment dans lequel j'aurais été, moi, c'est la tech. Complètement. J'ai essayé parfois sur la chaîne de parler un petit peu de tech, j'ai vu que les gens étaient pas forcément sensibles à ce thème-là, mais moi, non, 80% des chaînes YouTube que je suis, c'est des chaînes de tech. Ça va être les nouvelles technologies, ça va être les smartphones, ça va être les ordinateurs, ça va être la technologie de manière générale, et ça va être aussi tout ce qui va être les caméras, les machins, voilà. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui me passionnent depuis toujours, et je pense que ouais, clairement, c'est le domaine dans lequel je me serais jeté si j'avais pas fait une chaîne sur le Japon. Et même encore aujourd'hui, je vous avoue que je regrette un petit peu. Il y a une petite part de regret chez moi, je me dis quand je vois certains potos youtubeurs tech qui font des vidéos et qui parlent de sujets que j'adore, je me dis j'aurais bien aimé faire ça quand même, tu vois. Je laisse pas à l'abri de possiblement un jour faire une autre chaîne, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que tout ce qui est technologie, c'est clairement un segment YouTube que j'aurais adoré faire. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Prochaine question, qui est une question pas mal intéressante, c'est une question qui nous vient de Olivier Patin 7976. Dis bonjour aux 7975 autres du coup. La question est donc, dans différentes vidéos, que ce soit toi ou Louis, vous vous rendez dans des combinés pour payer vos loyers, factures d'électricité et autres. En France, on a le prélèvement automatique, qui est quand même bien pratique pour éviter d'oublier le règlement facture, etc. Est-ce que ce type de service n'existe pas au Japon ? Et c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'effectivement, vous voyez certainement souvent des gens au Japon qui vous montrent que on reçoit l'espèce de petite facture là à la maison, on peut aller payer dans les combini, tout ça. Ce qu'il y a de très pratique avec ces papiers là, si vous voulez, c'est que tu as un temps d'à peu près 2-3 semaines pour aller payer ta facture. Et c'est vrai que moi, par exemple, au tout début, quand je suis arrivé au Japon et que j'avais pas beaucoup d'argent, le prélèvement automatique, et on va revenir dessus, ça existe, la date, elle est pas forcément en raccord avec le moment où toi tu reçois de l'argent, de ton boulot, etc. Donc c'est vrai qu'avoir la possibilité de choisir le moment où tu payes tes factures, c'est un petit peu sympa quand même dans la vie de tous les jours. Et moi, j'aime bien ce système-là. Mais pour en revenir à ta question, est-ce qu'il n'existe donc pas un système de prélèvement automatique ? Bien sûr que si. Bien sûr que si, tu peux le faire. C'est quelque chose auquel tu dois un peu souscrire si tu veux. C'est pas automatique. Tu as vraiment le choix entre le papier ou le prélèvement. Et moi, par exemple, j'ai expliqué récemment en vidéo que pour mon loyer, j'avais envie de payer ça en automatique parce que c'est plus simple quand même d'avoir un loyer tous les mois, de l'avoir directement. Mais par exemple, la première fois où ça n'a pas fonctionné sur le premier mois, j'ai reçu le petit papier, tu vois. Donc j'ai dû aller le payer au combi. Pour en revenir à ta question, au final, c'est un choix que tu fais et c'est juste à toi de t'inscrire pour le prélèvement si tu as envie de faire ça. Enfin voilà, c'est peut-être un petit peu fouillis, mais écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question qui est peut-être une question que tout le monde attend. C'est une question qui nous vient de Cléoar Sinoé 3396. Je ne sais pas du tout comment le prononcer et je m'excuse infiniment. Cléoar Sinoé qui nous dit: dis-nous Mitsu, quelles sont tes impressions concernant la Japan Expo ? Qu'as-tu ressenti en rencontrant ton public ? As-tu pu communiquer avec d'autres invités exposants ? Qu'as-tu pensé de l'organisation ? Alors déjà très rapidement, tout ce qui est organisation, etc. C'est vrai que c'est un point que beaucoup de gens attendent parce que je sais que par les années précédentes, que ce soit Louis, il y avait Mademoiselle Soso, il y a pas mal de gens qui avaient critiqué un peu cet aspect-là. Écoutez, pour moi, cette année, ça s'est très bien passé. J'ai juste un tout petit souci au début où ils n'avaient pas fait mon accréditation et j'ai eu du mal à rentrer parce que voilà, ils me disaient de faire le tour, le machin. J'ai dû attendre 1 heure avant d'avoir l'accréditation. Petit bordel au début, j'ai commencé à avoir peur. Mais au final, une fois l'accréditation obtenue, plus aucun souci, tout s'est extrêmement bien passé. L'organisation, c'était nickel. Et donc pour en revenir directement sur mon ressenti de la Japan Expo, en vrai, trop de choses à dire et au final, si peu à dire, c'est juste, c'était fou. C'était vraiment fou de tous vous rencontrer, enfin tous les gens que j'ai pu voir. C'est dur d'en parler parce que c'est beaucoup d'émotions, je vais pas vous mentir. J'ai fait un live il y a pas longtemps où j'ai parlé un petit peu de ça et c'était très dur, c'était beaucoup d'émotions. Comme vous le savez, je l'ai dit pas mal de fois sur la chaîne, mais moi j'ai lancé ma chaîne pendant le Corona. Ça signifie que pendant longtemps, j'ai pas eu accès à vous tous. C'était très dur pour moi de voir vraiment les gens derrière les pseudos, les gens derrière les commentaires, les gens derrière les likes, les abonnements, tout ça. C'est des choses dont tu es conscient, c'est des choses que tu sais quand tu es créateur de contenu. Mais contrairement à un créateur de contenu qui fait ça en France et qui va avoir accès à son public au fur et à mesure qu'il va évoluer sur la plateforme, moi j'ai beau avoir fait 50, 100 000, 150 000 abonnés, je m'en rendais pas compte en fait, des gens qu'il y avait derrière. Même en étant conscient que vous existez. C'est dur en fait quand tu les rencontres pas les gens. Et là, pour la première fois, j'ai pu vraiment avoir accès à beaucoup d'entre vous d'un seul coup en fait. J'ai pu signer des dédicaces, j'ai pu en voir dans les couloirs, j'ai pu même jouer à des jeux avec certains, etc. Et j'ai essayé de prendre le plus de temps possible pour communiquer avec un maximum de gens parce que je sais que c'est la seule fois dans l'année, c'est les 4 seuls jours dans l'année où je peux vraiment vous voir et prendre le temps de discuter avec vous. Et ça, c'était super important pour moi. Vous me donnez tellement depuis 2 ans et demi qu'il fallait que je vous rende la même. Donc voilà, c'était vraiment important. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient me rencontrer et sachez que je voulais vous rencontrer tout autant. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi d'avoir ce moment-là. En discutant avec vous, en écoutant un petit peu les avis que vous aviez sur ce que je fais, sur mon contenu, sur tout ça. Quelque part, je me dis que j'ai pas fait ça pour rien, quoi. C'est con à dire, mais je suis très souvent
vraiment rempli de doutes sur ce que je fais, sur mon contenu, sur les vidéos que je fais, sur les messages que j'ai envie de faire passer via mes vidéos, tout ça. Et le fait de pas vous rencontrer, j'ai l'impression d'être toujours un petit peu tout seul et de pas savoir réellement si ce que je fais a un réel but, si ce que je fais a un réel impact. Quelque part, ça fait un bien fou, je dirais, de me rendre compte que ouais, effectivement, il y a des gens qui ont compris le message de ma chaîne, il y a des gens qui ont compris ce que je voulais faire avec cette chaîne, et il y a des gens pour qui c'est important. Je pense mon travail aujourd'hui, enfin des gens qui me l'ont dit, et oui, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, et je tiens réellement à vous remercier, tous les gens que j'ai rencontrés. Je tiens réellement à remercier les gens qui étaient peut-être pas là, mais qui voulaient venir. Je tiens à remercier tous les gens qui me font confiance depuis 2 ans et demi, et tout ce que je peux vous dire, c'est que cette Japan Expo, elle était incroyable, et que c'est certainement pas la dernière. Je pense que je vais essayer de faire ça au moins une fois par an minimum, de prendre le temps, voilà, même ne serait-ce qu'une petite semaine pour venir, que ce soit sur Paris ou ailleurs, pour vous voir, pour discuter avec vous, parce que je pense que voilà, vous me donnez énormément depuis 2 ans et demi, et le minimum c'est de vous rendre un peu la même chose. Donc, voilà. Dans tous les cas, encore une fois, incroyable cette Japan Expo, je suis encore très ému de tout ce qui s'est passé, c'était intense ces 4 jours vraiment, mais je suis très content de les avoir faits, et je suis pressé d'être de nouveau là l'année prochaine, je pense. Dans tous les cas, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup, dernière question avant qu'on continue de bouger et qu'on se promène un petit peu dans Paris, c'est une question qui nous vient de Maureen Magro 4943 qui nous dit: coucou, hâte de te voir dimanche à la Japan Expo. Bah écoute, j'espère que je t'ai vu déjà à la Japan Expo. Question un peu rigolote, est-ce que vous avez essayé avec Fanny de faire ce truc là trop mignon avec Minnie où on met le bébé en face des 3 starters Pokémon et on voit lequel elle choisit? Si oui, lequel a-t-elle choisi? Alors, je t'avoue, on l'a pas encore fait. Voilà, je réponds tout de suite à ta question. On l'a pas encore fait parce que on n'a pas encore acheté les peluches, tout ça. Par contre, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on est allé dans des magasins, en fait, genre des Donki, etc. Et on a mis le bébé devant, en fait, je la tenais comme ça dans mes bras, Mini. Et puis, je l'ai laissé choisir un petit peu le Pokémon. Et là, actuellement, elle en a choisi 3 et je peux déjà te les citer. Elle a choisi un Pikachu, elle a pris un Mew aussi. Je t'avoue, le Mew, c'était un petit peu pour moi, mais je lui ai laissé. Et en 3e Pokémon, elle a pris un petit Métamorphe aussi, voilà, que je pense, peut-être le côté rond, elle aime bien. Mais du coup, voilà, dans tous les cas, on a prévu de faire effectivement le choix de starter Pokémon parce que c'est trop mignon, on a trop envie de le faire. Puis quand on le fera, écoute, je mettrai peut-être ça sur Instagram ou quelque part. Mais dans tous les cas, là pour l'instant, c'est Pikachu, Mew et Métamorphe. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ceci étant dit, écoutez, maintenant on continue de se promener un petit peu et je vais continuer de répondre à vos questions YouTube. Et donc nous voilà du côté de Notre-Dame à présent, Notre-Dame que j'avais pas vue depuis qu'elle avait malheureusement brûlé. Je me rappelle plus exactement c'était quand, très triste quand j'ai vu ça passer à la télé. Et donc là elle est toute en construction, ça fait vraiment bizarre de voir Notre-Dame en construction comme ça. Ils ont l'air de travailler vite, de travailler bien, ça fait plaisir quand même. Et écoutez, tout ce que j'espère c'est qu'elle redeviendra aussi belle qu'avant. Ceci étant dit, on continue de répondre à vos questions. Alors la prochaine question, c'est une question qui nous vient de Kra9049 qui nous dit: quelles étaient tes craintes avant d'arriver au Japon et s'il y en avait, comment les as-tu surpassées pour réaliser ton rêve? Merci et gros bisous à la petite famille. Bah, déjà merci à toi, vraiment, c'est vraiment adorable. Je vais retirer ça très rapidement. En ce qui concerne mes craintes que j'avais avant de venir au Japon, bah forcément il y en a. Parce que quand tu pars vivre dans un pays aussi loin que le Japon, un pays aussi différent que le Japon par rapport à la France, forcément tu te poses tout un tas de questions. Alors moi, forcément comme je vous l'ai déjà dit, le fait de rencontrer des Japonais, etc. avant même de partir au Japon, il y a beaucoup de craintes que j'aurais pu avoir que je n'ai jamais eu. Par exemple, encore une fois, j'ai jamais spécialement eu peur de ne pas savoir communiquer, de ne pas savoir sociabiliser avec des Japonais. C'est vrai que ça, comme je savais déjà le faire avant de partir au Japon, j'avais pas ce genre de peur, mais je pense que la peur que j'avais principalement en partant au Japon, c'était peut-être de ne pas suffisamment m'intégrer, que la vie que j'imaginais là-bas ne corresponde pas à la vie que j'allais vivre. Ça, c'est une petite peur que tu peux avoir, parce que tu peux avoir une forme de désillusion quand tu pars à l'étranger comme ça. Et surtout, voilà, j'avais peur que, au final, le Japon ne me plaise pas autant, que j'arrive pas à m'y intégrer, que j'arrive pas à réaliser aussi les différents rêves, les différents objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire devenir musicien là-bas, etc. Tu vois. Donc non, des craintes, j'en avais beaucoup. Et au final, est-ce qu'en arrivant au Japon, je les ai eues ou pas ces craintes-là? Certainement oui, certainement. On va dire que très rapidement, moi je me suis retrouvé avec le tremblement de terre, tout ça, dans une situation où forcément il n'y a rien qui allait. Bah, vous savez, hein, je veux dire, entre le moment où je suis devenu SDF, il n'y avait plus de thunes, je pouvais pas travailler, voilà. Vous les connaissez, toutes les galères que j'ai vécues à cette période-là, je vous les ai déjà racontées plein de fois sur la chaîne. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur sur cette première année, en me disant à plein de moments qu'au final tout ça n'était pas fait pour moi et que j'avais fait une erreur en partant au Japon. J'avais même très envie à un moment de tout claquer en fait. J'avais un moment envie de tout lâcher, de dire tant pis en fait, j'ai essayé, ça a pas marché, je rentre en France. Je l'ai pensé plusieurs fois. Et au final, ce qui m'a fait tenir, c'est ce petit objectif, cette petite bribe d'objectif que j'avais gardé. J'ai toujours visé ça et je me suis dit non, vas-y, essaye, parce que t'as rien à perdre, à part peut-être te retrouver à la rue, tu vois. Enfin voilà, pour répondre un petit peu à ta question, quelles ont été les choses que j'ai mis en place moi pour aller au-delà des craintes et des désillusions que j'ai vécues et tout de même aller vers la réalisation de mes rêves? Je pense que c'est ça, c'est vraiment se dire j'avais un objectif,
et j'ai juste baissé la tête. Je me suis mis voilà, tête dans le guidon en mode juste avance. Vois où tu peux aller. Au pire, tu te rendras compte que tu as raté, c'est pas grave, tu vois, tu rentreras. Mais tant que tu peux, tant que tu as encore de la force, essaye. Je pense que dans tous les cas, tu arriveras quelque part au bout d'un moment. Enfin voilà, c'est un petit peu fouillis, hein. J'essaie d'expliquer ça de la meilleure des manières, mais forcément c'est un peu compliqué. Mais j'espère, écoute, que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question très intéressante qui nous vient de MKN9951 qui nous dit « Dis-nous Mitsu, peux-tu nous parler un petit peu de ton rapport à la France vu que tu es parti il y a très longtemps maintenant? Est-ce que tu te sens encore français vivant au Japon? Les problèmes qui parviennent jusqu'au Japon de ce qui se passe en France te touchent-ils encore vraiment? Question vaste et difficile à développer pour toi, mais si tu peux nous parler de ce qu'il te reste de français et ton rapport avec elle, ce serait intéressant. Bis à toi et à ta petite famille. » Déjà, merci beaucoup. Merci pour ta question qui est très intéressante. Effectivement, c'est une jolie question parce que, comme je vous l'ai expliqué récemment en vidéo, j'ai un rapport très particulier à la France parce que la France, c'est le pays dans lequel je suis né, c'est le pays dans lequel j'ai été élevé, c'est le pays dans lequel j'ai vécu pendant 19 ans. Mais c'est aussi le pays dans lequel je n'ai pas grandi en tant qu'adulte. Le pays dans lequel j'ai grandi en tant qu'adulte, c'est le Japon. Donc c'est vrai que là, en 13 ans de Japon maintenant, je vois la France comme un pays lointain un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en France en ce moment, je me sens plus touriste que français, par exemple. Là, je redécouvre Paris. Vraiment, quand les gens me posent des questions sur Paris, je suis en mode, je suis désolé, je connais pas, tu vois. C'est vrai que voilà, j'ai ce petit décrochage. Par contre, l'amour que j'ai pour la France et l'intérêt que j'ai pour la France, il reste le même. C'est juste que je suis beaucoup moins au courant de certaines choses. J'ai plus les rêves françaises. Voilà, tout ce qui se passe ici, je le vois de très loin. Au final, je le vois aux informations, je le vois dans les journaux. Nous, avec Fanny, par exemple, on regarde beaucoup les infos, on regarde Hugo Décrypte tous les matins pour avoir un petit peu ces nouvelles sur la France. On essaie de se tenir au courant. Mais la vérité, c'est que ça ne nous impacte pas dans notre vie de tous les jours parce que nous, notre vie, elle est au Japon, elle est à Tokyo. Moi, aujourd'hui, forcément, en étant résident japonais, en étant résident au Japon, ce qui me touche le plus, c'est ce qui se passe au Japon. Et même si j'ai cette forme un petit peu de détachement du fait que je suis très très loin, j'ai quand même ma famille qui vit en France. J'ai ma maman qui est là, mon petit frère maintenant il est parti au Canada, mais voilà, j'ai des gens qui vivent en France, qui sont proches de moi, ne serait-ce encore que mes amis, que ce soit de Louis, que ce soit les autres gens qui travaillent dans le milieu, tout ça. Et c'est vrai que là, par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, j'étais quand même très très inquiet pour les gens que j'aime et qui sont ici en fait. J'ai encore beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour la France, c'est mon pays, c'est mes origines, c'est ma culture, mais je suis quand même beaucoup moins touché que si j'habitais ici directement. Et ça, je pense que malheureusement, on n'y peut rien. Un petit peu compliqué. Mais n'oubliez pas que voilà, dans tous les cas, j'aime la France, je vous aime et je pense que c'est ça le plus important. C'est un petit peu fouillé, je suis désolé, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Meliu TSK. Encore une fois, je ne sais pas le prononcer, je m'en excuse. Super format, en dehors de la Japan, est-ce que tu organises des rencontres abonnées? Alors, très bonne question. Effectivement, je fais des petites rencontres abonnées. J'en ai fait une première en juin à Tokyo, voilà, et ça s'est super bien passé. Il y a une centaine de personnes à peu près qui sont venues. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de gens qui viennent. C'était vraiment fou pour moi, parce que j'ai toujours pensé que la grande majorité des gens qui me suivent, ils sont plus du côté français, belge, enfin voilà, dans la francophonie de manière générale. Et je pensais vraiment pas qu'il y avait des gens qui étaient sur le terrain à Tokyo ou au Japon qui auraient pu être intéressés par mes vidéos ou par mon contenu. Et le fait est que je me suis trompé, parce que dans le tas aujourd'hui, il y a pas mal de touristes qui viennent, il y a pas mal de gens qui sont, ne serait-ce qu'en working holiday, etc., qui vivent à Tokyo et qui regardent tout de même mes vidéos. Et je vous remercie, je vous en remercie de fou, parce que ça me fait super plaisir de me dire que même en tant que résident, vous arrivez quand même à trouver de l'intérêt à regarder mes vidéos. C'est fou, ça fait trop plaisir. Merci à tous. Connu. Ah, y a pas de souci, je suis en tournage. Comment ça va? C'est marrant de te voir ici. Là, je suis en France un petit peu pendant un mois. Vous êtes où? Je suis à la nouvelle scène, je travaille ici. Ah je viendrai peut-être après là. Avec grand plaisir. Bon, allez, salut. Bisous. Incroyable. Et donc, comme je disais, j'ai effectivement organisé cette petite rencontre abonnée début juin, ça s'est super bien passé et je pense sincèrement qu'on va recommencer parce que c'était vraiment beaucoup trop bien. Donc voilà, restez connectés sur mes réseaux, j'en parle souvent sur Instagram. Je vous laisse mon Instagram ici. Rejoignez-moi si ce n'est pas encore fait. Pour les prochaines rencontres abonnées sur Tokyo, je vous tiendrai au courant. Si jamais je reviens en France, que ce soit pour une Japan, que ce soit pour une autre convention ou pour une rencontre abonnée ou quoi, de la même manière, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc voilà, venez sur Instagram et puis je suis pressé de vous voir. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et ensuite, on arrive donc sur la dernière question YouTube avec une question de Hacknight Shadow 8888. Je lui ai l'air d'aimer le 8, mon poulet. Bonjour Mitsu, merci pour ton travail de qualité et bon courage avec le passeport. Merci beaucoup. Pourrais-tu nous dire dans quelle langue tu fais tes recherches lorsque tu es au Japon et si ça change quelque chose? Merci encore et force à toute ta petite famille. Encore une fois, merci beaucoup, c'est adorable. Et donc, les recherches, effectivement, moi j'ai une méthode de recherche un peu particulière quand je dois écrire des sujets, que ce soit par exemple les derniers sujets Kitagawa, le sujet sur les streamers au Japon, etc. Le fait qu'aujourd'hui je sois trilingue, c'est-à-dire que je maîtrise le français, l'anglais et le japonais, je fais mes recherches dans les trois langues. Parce que chaque langue a des sources qui n'existent que dans cette langue-là
Et le fait de pouvoir allier les 3 langues, c'est vrai que c'est un bonheur parce que quand je veux vraiment creuser sur un sujet qui est très japonisant comme le gros sujet que j'ai fait sur Kitagawa, là typiquement j'ai été regarder du côté japonais sur tous les articles de presse que j'ai pu trouver en japonais et je vais continuer de creuser un petit peu en allant voir ce qu'il y a sur les sources francophones, les sources anglophones, parce que tu as toujours des petits détails que tu ne trouveras pas non plus dans une seule source. Mais du coup voilà, de manière générale, dis-toi que je cherche dans les 3 langues et c'est comme ça aussi que j'arrive parfois à vous rajouter des petits textes, des petits machins, des petits articles japonais, que ce soit dans les sources ou dans les illustrations que j'utilise pour mes vidéos. Parler 3 langues, ça aide beaucoup. Et donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et donc sur ce, écoutez, on en a terminé pour les questions YouTube. Et donc on va bouger encore une fois un petit peu, on va se promener dans Paris parce qu'encore une fois, c'est une ville magnifique. Et on se retrouve donc juste après pour les questions Instagram. Et donc sur ce, écoutez, on se retrouve sur la nouvelle scène. Il y a le gentil monsieur de tout à l'heure là qui m'a proposé de venir boire une bière. Et donc je vais en profiter pour répondre à quelques questions Instagram. Première question, c'est une question qui nous vient de Sushagi Art qui nous dit: Dinomitsu, quand tu reviens en France, c'est quoi tes incontournables? Bonne question effectivement, parce qu'en 12 ans et demi de vie au Japon, je suis pas revenu si souvent que ça en France, donc j'ai pas mes vrais gros incontournables, mais j'ai quand même quelques petits trucs qui me manquent beaucoup quand je suis au Japon et que j'adore redécouvrir quand je vais en France. Les premiers, c'est forcément tout ce qui est pain, etc. Enfin, bien sûr le pain français, vous êtes malade ou quoi? Le pain de mie, je préfère le pain japonais, mais alors pour tout le reste, les sandwichs que vous avez là, mamma mia, ils sont incroyables les mecs. C'est incroyable vos sandwichs. Est-ce que vous êtes conscient des sandwichs que vous avez dans vos boulangeries là? Parce qu'au Japon, on a les sandwichs là dans les combini. Ça va, ça passe, ça dépanne. Mais ça n'a tellement rien à voir. Moi je vous avoue là, depuis que je suis à Paris, ça fait bientôt 2 semaines, je pense que tous mes midis, même tous mes matins, je les passe dans des boulangeries. Je redécouvre ça, c'est génial, c'est trop bien. Donc ouais, non, franchement, le pain, il y a rien de mieux. Il y a clairement rien de mieux. Sinon à côté de ça, un autre truc que j'adore en France, à tel point que souvent c'est ma maman qui me les envoie au Japon tellement j'adore ça, c'est les gaufres villageoises, je sais même plus comment ça se prononce. Vous savez, les gaufres qu'il y a dans le Nord, c'est des gaufres toutes plates avec dedans du sucre roux si vous voulez. Et c'est un truc que j'adore depuis que je suis tout petit. Ici, c'est vendu de partout, alors qu'au Japon, ça ne se trouve pas, tout simplement. Et c'est vrai que ça, j'adore le redécouvrir parce que c'est tellement bon. Et vous avez tellement de chance d'avoir ça. Quand je vois qu'il y a des gens qui ne le connaissent même pas, alors que c'est une dinguerie. Sinon, à côté de ça, et là, ça risque de vous surprendre, le fromage. Alors, vous le savez, j'aime pas spécialement le fromage, je suis même plutôt quelqu'un qui n'aime pas le fromage de manière générale. Moi j'ai vu la vidéo de Louis, j'étais plus en mode pendant toute la vidéo, mais il y a certains types de fromage que j'aime quand même, voilà, et c'est tout ce qui est fromage un petit peu dur. C'est-à-dire que la mimolette, le gouda, c'est des choses que j'aime beaucoup, et donc effectivement quand je reviens en France et que je peux avoir ce genre de fromage pour à peu près, je sais pas moi, 1/10 du prix de ce qu'on peut trouver au Japon, effectivement ça fait plaisir. Le saucisson aussi, j'en ai pas parlé, le saucisson, ça me manque beaucoup, mais sinon je pense que ce qui fait le plus plaisir vraiment quand je viens en France et que je redécouvre un peu, c'est ce côté très, comment on pourrait dire, ce côté très français, cet amour un petit peu de la discussion. On reste français les mecs, et c'est vrai que, je sais pas, revoir des Français, passer du temps avec des Français, être là dans Paris et voir des gens qui jouent à la pétanque à 21h, voir des gens qui boivent des coups tous les soirs, c'est, je sais pas, c'est cette petite vie à la française, mine de rien. Quand tu la vois, ça fait plaisir. Et là, je vous avoue, ça fait 2 semaines que je suis à Paris. Et je sais pas, autant je me verrais pas vivre à Paris, autant quand j'y suis, je m'y sens bien pendant le peu de temps que j'y suis. Et c'est vrai que ça, c'est cool, c'est vraiment agréable. C'est un vrai plaisir de redécouvrir tout ça quand je vais en France. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Prochaine question, elle nous vient de l'an 20 même, qui nous dit: comment fais-tu pour ne pas te lasser dans tes projets? Alors, grande question, parce que malgré ce que vous pouvez peut-être voir ou ce que je peux laisser peut-être transparaître de moi sur les réseaux, sur mes vidéos YouTube, tout ça, faut comprendre que je suis quelqu'un qui a très peu confiance en lui de manière générale. Mais vraiment très peu. J'ai un gros syndrome de l'imposteur. J'ai pas spécialement l'impression que ce que je fais c'est ouf, tu vois. Comme je dis souvent, là il y a 91 vidéos sur ma chaîne, j'en ai fait à peu près 150. Il y en a à peu près la moitié que vous avez jamais vu, parce que soit j'ai arrêté au moment du tournage, soit je les ai arrêtés au moment du montage, soit je les ai totalement tournés, montés, mais je les ai jamais sortis parce que j'étais pas confiant. J'ai un gros souci à ce niveau-là. Voilà, j'ai très peu confiance en moi. Des fois, je stresse tellement que je suis à la limite d'arrêter YouTube. Vraiment. Il y a plein de fois où je me dis j'arriverai pas à faire la prochaine vidéo, j'arriverai pas à faire des vidéos intéressantes, et je me pose la question à chaque vidéo au final. Et ce qui me fait tenir, je pense, déjà c'est vous,
clairement. C'est vos retours, c'est là le fait de vous avoir rencontré à Japan Expo, ça m'a fait beaucoup de bien encore une fois. C'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie au final. Moi je me rends compte aujourd'hui que je suis un petit peu un yes man. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait que moi j'ai toujours juste dit oui aux différentes choses qui m'étaient proposées, aux différentes expériences auxquelles j'ai eu accès dans ma vie. J'ai pas plus de mérite que vous au final. Et ça c'est important à comprendre je pense et c'est un message que moi j'ai vraiment envie de laisser transparaître. Je sais que je me suis juste fixé un jour cet objectif de devenir musicien au Japon. Ça m'a fait partir au Japon. Ça m'a donné une espèce de ligne directrice que j'ai suivie. Et sur cette ligne, j'ai rencontré des péripéties, j'ai rencontré des gens, j'ai eu des expériences qui sont les expériences que je raconte sur YouTube. Mais n'importe qui aurait suivi la même ligne aurait pu faire exactement la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je lâche pas mes projets? C'est juste que j'ai ce truc au fond de moi qui me fait me dire tant que je peux faire quelque chose, je le fais en fait. Fais les choses tant que tu peux les faire, fais les choses qui t'intéressent, fais les choses que t'aimes, et puis vois où ça t'amène. Voilà. C'est un petit peu flou et j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, une autre question qui nous vient de l'an 20 même, qui nous dit: as-tu des regrets dans la vie? Oui, oui, j'ai des regrets. J'essaie au maximum de pas en avoir. C'est au maximum de me dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a amené à là où je suis aujourd'hui et que même les mauvais choix que j'ai fait, même les expériences les plus compliquées, ça fait partie du processus qui m'ont amené là où je suis en fait. Donc des regrets, j'en ai pas beaucoup parce que j'arrive à être au final assez optimiste sur le parcours que j'ai. Mais il y a un seul regret que j'ai au plus profond de mon cœur et qui est très fort, c'est le fait que quand j'ai quitté la France et que je suis parti au Japon, j'avais donc 19 ans. Et moi, j'ai un petit frère qui a 9 ans de moins que moi. C'est-à-dire qu'il avait 10 ans quand je suis parti. Et le fait est que là, je l'ai pas vu grandir. C'est-à-dire qu'entre ces 10 ans et aujourd'hui, c'est 23 ans, je l'ai pas vu grandir. J'ai pas été là pour lui quand il était au collège, quand il était au lycée, quand il a commencé à travailler. C'est des périodes qui sont ultra importantes dans la vie de quelqu'un. Et moi, en tant que grand frère, j'ai pas pu être présent parce que je vivais loin de lui. Aujourd'hui, je suis très fier de mon petit frère. Là, il vient de partir vivre à Québec City il y a de ça un mois. Je trouve ça incroyable. Juste avant, il était parti dans les îles, travailler dans des hôtels 5 étoiles, etc. Il a plein d'expériences de dingos, mon petit frère. Et je suis tellement fier de lui. Tellement fier de son parcours, mais j'étais pas là pour lui. Je pourrais pas être là pour ses premières amours, ses premiers moments difficiles au collège, au lycée. J'ai pas été là à ce moment-là, c'est un gros regret que j'ai dans la vie. C'est quelque chose que je vis un petit peu mal, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Malgré le fait qu'encore une fois, je suis très fier de lui, je suis très fier de son parcours, et j'ai qu'une hâte là, c'est de le voir, c'est de lui présenter sa petite nièce, c'est de pouvoir le serrer dans mes bras en lui disant que je suis fier de lui, c'est voilà. J'aime mon petit frère de tout mon cœur. J'espère que je vais pouvoir rattraper un petit peu, d'une certaine manière, ce temps perdu dans le futur. Je pense, à l'heure actuelle en tout cas, que ça, c'est peut-être mon seul regret. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et donc, dernière question qu'on va faire ici, parce qu'on va encore bouger une petite dernière fois pour finir la vidéo. C'est une question qui nous vient de Aoif Kolo qui nous dit: ton roman préféré de Murakami? Alors effectivement, comme vous le savez, Murakami, c'est mon auteur préféré, un Murakami Haruki, pour les gens qui ne l'ont pas. J'ai fait une petite sponsor récemment sur Instagram avec les éditions 10-18, où je vous ai présenté 2 romans qui sont Kafka sur le rivage et Les Amants du Spoutnik. Et ça tombe bien parce que, déjà, je suis très content d'avoir la possibilité aujourd'hui de faire ce genre de sponsor. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère que je vais avoir l'occasion d'en refaire, parce que vraiment c'est beaucoup trop bien. Et donc dans les 2 livres que je vous ai présentés, il y a le livre que je préfère de Murakami, qui est donc Les Amants du Spoutnik, qui n'est pas le plus gros livre de Murakami, qui n'est peut-être même pas le meilleur livre de Murakami. En tout cas, c'est peut-être le roman qui moi m'a le plus impacté, c'est le roman que j'ai relu le plus de fois, parce que Les Amants du Spoutnik, encore une fois, c'est un livre qui est très court, 200-300 pages. C'est un roman qui a tellement un message fort. Surtout quand tu te rends compte que, encore une fois, c'est un japonais qui l'a écrit, et surtout il a été écrit à une époque où les thèmes qui sont abordés par ce livre étaient des thèmes un peu compliqués à aborder. C'est-à-dire que si vous voulez l'histoire, c'est en gros Kei, qui est le personnage principal, qui est un écrivain, il est amoureux de Sumire, sauf que Sumire, elle se rend compte qu'elle est potentiellement lesbienne, et elle est amoureuse, elle, de Miyu, et il y a une espèce de triangle amoureux qui apparaît, sauf que Sumire disparaît, Miyu contacte Kei, Kei part à la recherche de Sumire, voilà. C'est une histoire assez dingue, mais le fait que Murakami ait été capable, à l'époque où le livre est sorti, de parler de thèmes aussi forts que l'homosexualité, être capable d'écrire un livre avec ces thèmes-là, qui sont des thèmes très forts, et surtout avec une écriture qui est aussi maîtrisée que celle de Murakami, je trouve ça fort en fait, je trouve ça vraiment fort. Et vraiment ce bouquin, c'est un bouquin qui m'a marqué, c'est un bouquin que j'aime encore aujourd'hui, je l'ai lu plusieurs fois, je le conseille à tout le monde, parce que je pense que c'est un bon bouquin d'entrée dans le monde et dans la littérature de Murakami. Et encore une fois, les éditions 10-18 ont fait une super édition qui a été illustrée par PM qu'on adore. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, pas une sponsor du tout, là je vous le dis clairement, c'est juste par pur amour pour Murakami que je vous le dis. Foncez sur Les Amants du Spoutnik. Et si ça vous plaît suffisamment, n'hésitez pas à aller voir le reste de tout ce qu'il a sorti parce que c'est incroyable, c'est mon auteur préféré. J'espère que vous kifferez. Et voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ceci étant dit, je finis ma petite bière, on bouge un petit peu et on termine les questions Instagram.
oui, effectivement, je suis donc de retour à Bordeaux, chez ma maman, voilà. La dernière fois que je vous ai présenté cette maison, c'était il y a 2 ans maintenant. C'était le fameux épisode du Covid, voilà, on s'en rappelle tous. Encore une fois, la France et les galères chez moi, c'est une habitude. Et je suis très content de revenir ici à chaque fois. C'est encore une fois, c'est mon petit pied à terre. Pouvoir voir ma maman, pouvoir voir mon petit chat, tout ça, c'est toujours que du plaisir. J'aurais aimé qu'on soit 3. Malheureusement, voilà, je suis rentré tout seul. Je reviendrai peut-être un petit peu là-dessus juste après. Mais écoutez, voilà, c'est ici, posé dans ce canapé, avec une petite piscine et un petit jardin derrière moi, que je vais terminer cette vidéo en répondant aux dernières questions Instagram. Alors première question, elle nous vient de Alester Sartre. J'aime beaucoup ton blaze. Il nous dit: est-ce que tu as tenu le vol avec le gars dont les pieds puaient? Alors effectivement, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram et sur Twitter, mais mon vol, déjà pour venir en France, il me donnait déjà un petit peu le ton de ce qu'allait être mon voyage. J'ai pas spécialement envie de me plaindre tout ça. J'ai vu des gens qui étaient en mode: ah, tu te plains trop, etc. Non, là vraiment, il faut comprendre que c'était vraiment un vol qui était horrible pour moi, parce que déjà, je venais de laisser ma femme et ma fille tout seul, tu vois, donc déjà j'étais dans un état mental qui était pas spécialement génial, on peut le dire. J'étais un petit peu triste, tout ça. Et en fait, si vous voulez, à la base, on avait pris des places qui étaient les places de devant, là où il y a le couffin pour le bébé. Vous voyez, moi il faut savoir que je fais 1m87, je suis grand, j'ai surtout des très grandes jambes, ce qui fait que les sièges plus habituels, les sièges où t'es au milieu de tout le monde, moi voilà, je me retrouve avec les genoux qui collent, je suis pas bien, je suis tout comme ça. Donc j'essaye autant que possible d'éviter de prendre ces places là, et je préfère même laisser un bifton en plus pour me prendre vraiment une place où je sais que j'aurai la place pour mes jambes, tout ça. Le fait est que comme Fanny et bébé ils ont pas pu venir, on a dû scinder les réservations, et du coup on m'a mis sur une place au pif. Et le truc c'est que j'ai eu la pire place, puisque j'étais dans les places, vous savez, les places où il y a 4 personnes là. Bah moi j'étais au milieu de ça, avec bon déjà pas de place, donc forcément j'ai été comme ça, voilà, bloqué pendant tout le voyage. Autant vous dire qu'au bout de 15 heures de vol, j'avais mal de partout. Et en plus de ça, le monsieur d'à côté, au demeurant très gentil, pas de souci, on a discuté un peu, il était très gentil. Par contre, il a décidé d'enlever ses chaussures dès le début du vol. Voilà. Autant vous dire que entre moi qui suis bloqué et le monsieur qui s'en lâche tout et là pendant tout le voyage, j'étais pas bien. À un moment, je vous promets, j'ai vraiment pleuré pendant le vol parce que j'étais triste surtout d'avoir laissé Fanny bébé tout ça. Mais donc voilà, pour répondre à ta question, Alester, non, vraiment le vol il était vraiment terrible. Franchement, ce voyage horrible. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de M17XY qui nous dit: fais-nous une biographie de toi. Une biographie, waouh. Alors, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais je vais essayer d'être concis. En gros, voilà. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Hotok4 qui nous dit: qu'est-ce que tu manges en premier quand tu rentres en France? Alors, non, vos sandwichs. Vos sandwichs, ils sont incroyables. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Eric Claudin qui nous dit: salutations, regrettes-tu, paradoxalement, ton époque de galère au Japon? Alors ça, c'est une très belle question, et c'est une question qui me plaît beaucoup. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, vous savez, j'aime beaucoup, sur ma chaîne, vous raconter un petit peu mes galères. Pourquoi je fais ça? Je le fais parce que je pense que d'une certaine manière, c'est important de démystifier. Parce que les galères, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi, voilà. Quand tu regardes a posteriori, c'est assez local, c'est assez, voilà, dans une temporalité, c'est assez court au final, tu vois, une galère. Et le fait d'y repenser et d'en rigoler a posteriori, en se disant: voilà, putain, j'ai vécu cette galère sur le moment, j'étais dans le mal complet. Parce que c'est ça une galère, c'est vraiment t'es pas bien, t'es dans le mal. Mais que a posteriori tu te dis: au final, je m'en suis bien sorti. Peut-être même ça t'a apporté une expérience, un enrichissement qui t'a permis d'aller plus loin, etc. Tu vois. Bah en soi, je pense que c'est important. Et moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire aussi via ma chaîne, parce que bah vous voyez à chaque fois les expériences sympas que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais c'est important pour moi aussi de vous montrer que même les trucs cool que je fais, bah j'ai quand même eu des galères à côté. Et je pense que le message il est important aussi de vous dire: vous aussi vous allez vivre des galères, mais c'est pas grave. Quand vous vivez une galère, c'est dur sur le moment, tu te donnes à fond, et une fois que tu ressors de cette galère, tu en ressors grandi en quelque sorte. Et donc pour en revenir à ta question, est-ce que je regrette paradoxalement mon époque de galère? Alors déjà, mon époque de galère, tu peux voir qu'elle continue, hein. C'est pas vraiment une époque, c'est juste moi qui suis un galérien. Mais non, je le regrette pas. Je regrette pas parce qu'au final, toutes ces galères, c'est ça qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui. C'est ça qui m'ont amené aujourd'hui là à faire des vidéos devant 160 000 personnes, clairement. Et si je devais revenir en arrière et refaire le chemin, je suis tellement content de voir où j'en suis aujourd'hui que je pense que je referais juste la même chose. Je sais pas si on peut dire ça, mais soyez fiers de vos galères, en quelque sorte. Soyez fiers de votre parcours, peu importe ce que vous avez eu à parcourir. Au moins vous parcourez un chemin, et tout chemin amène à quelque part, et je pense que c'est ça le plus important. Voilà. J'espère, Eric, que j'ai pu répondre à ta question. Ensuite, prochaine question qui nous vient de Lily's Cook LRDG saison 2. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. Il faut déjà que j'aille regarder la saison 1. Comment s'est passé ton voyage, vu qu'il t'arrive toujours des galères en France? Je sais
sais même pas quoi dire. Oui, encore une fois, dès que je rentre en France, ça ne loupe pas. Galère sur galère sur galère sur galère. Alors, il s'est passé des choses très cool. Encore une fois, la Japan Expo, elle était incroyable. J'ai pu voir plein de gens que j'ai pas l'habitude de voir d'habitude. Il y a eu plein de trucs géniaux. Mais là, côté, je pense en vrai, il s'est passé tellement de choses que là, je vais juste attendre que mon voyage se termine. Parce que c'est pas impossible qu'il m'arrive d'autres galères là d'ici à ce que je reparte à Tokyo. Et je pense que je vais vous faire une vidéo potentiellement où je vais vraiment tout vous expliquer dans le détail. Parce que, ouais, non, là, clairement, j'en ai marre en fait. Je pense que la France ne m'aime pas. C'est pas possible autrement. Et je vous fais rapidement un petit déroulé des événements compliqués et je vous réexpliquerai ça mieux dans une vidéo. Tout simplement, j'arrive à Japan Expo, j'ai pas d'accréditation, je dois attendre 2 heures dehors. Ensuite, j'ai un pote à moi qui très gentiment me prête son appartement à République pendant une semaine. Au final, je termine Japan Expo, on a passé la nuit dehors parce que la serrure, allez savoir pourquoi, mais elle avait pété. Ensuite, on y revient, mais encore une fois, l'ambassade, l'administration qui nous fait miroiter de plus en plus, où à chaque fois ils nous envoient un mail en disant ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine vous allez recevoir votre passeport. Et on arrive la semaine d'après, ils disent ah ben non, on n'a pas reçu le passeport, veuillez décaler vos billets s'il vous plaît. Bien sûr, comme si c'était si simple. Donc là, actuellement, c'est pour ça que Fanny et bébé ne sont toujours pas là. Moi, je suis chez mes parents, tout seul. Et là, vraiment, je vous ai parlé que de 2-3 trucs, mais c'est plein de choses comme ça, tout le temps, où il t'arrive que des galères, et tu dis mais pourquoi moi? Est-ce que une seule fois dans ma vie, je pourrais rentrer en France et juste que tout se passe bien? Là, la France, clairement, encore une fois, elle m'a pas loupé. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en ferai certainement une vidéo dédiée parce que vous allez voir, il y a des choses sympas. Ensuite, prochaine question, c'est une question qui nous vient de Jonathan Dasfle qui nous dit « Comment vas-tu en ce moment? Es-tu heureux, triste, stressé, etc. » Je me suis retenu de pleurer pendant 4 jours. Prochaine question, elle nous vient de Christelle Fazilo qui nous dit « Le passeport est-il ok pour ta fille ?» Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement non, encore une fois, c'est-à-dire que pour les gens qui n'avaient pas suivi ma vidéo, ce qui se passe c'est qu'en gros on a fait une demande de passeport en mai, on ne nous a pas donné de rendez-vous avant fin juin, et donc forcément quand on devait partir le 10 juillet, le passeport n'était pas encore arrivé, sauf que depuis là, chaque semaine on essaie de se tenir au courant, et à chaque fois on nous dit la semaine prochaine le passeport arrive, sauf que là voilà, ça fait déjà 3 semaines depuis que je suis parti, et il n'est toujours pas arrivé. Et c'est chiant, parce que nous à chaque fois on doit décaler le billet d'avion, Fanny là, elle reste pendant très longtemps avec la petite tout seule à la maison, elle fait des savoirs toute seule, moi déjà je suis très triste parce que j'aimerais bien voir mes 2 amours. Surtout que ce voyage c'était aussi un voyage qui était là pour présenter le bébé à nos parents, tout ça. Et là de petit à petit, on a de moins en moins de temps parce qu'il va falloir que je rentre à Tokyo au bout d'un moment. On n'y peut rien, on peut que croiser les doigts en espérant que là, la semaine prochaine on ait enfin ce fichu passeport. C'est compliqué. Tout ce que je peux dire. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Adeline MDX qui nous dit quel est donc ce nouveau tatouage que tu vas faire en France? Et écoute, effectivement, je vous en ai pas encore parlé, mais mon nouveau tatouage, le voici. Wow. Et franchement à vous, il est sympa. Et non, je déconne, mon véritable tatouage, c'est celui-là. Franchement, avouez, il est classe, Bon, là, il est en train de sécher. Mais non, il est très très classe. Et pour tous ceux qui demandent la signification, alors, il y a 2 kanji, et en fait, les kanji, ils signifient, en gros, que... Et donc, écoutez, on arrive sur la dernière question de ce Dinomitsu, qui est une question très intéressante, qui nous vient de Enzoka Si, qui nous dit « Est-ce que tu penses qu'arriver après la période où on grandit en tant qu'adulte au Japon rend l'intégration plus dure ?» Alors, effectivement, je vous ai fait une vidéo il y a de ça quelques semaines, une vidéo qui s'appelle « Comment je suis devenu japonais », où je vous expliquais que moi, étant parti très jeune au Japon, c'est que je suis parti à 19 ans, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai jamais vécu en tant qu'adulte en France. Donc voilà, moi ça fait 12 ans et demi maintenant que j'habite à Tokyo, et entre mes 19 ans et mes 32 ans aujourd'hui, j'ai toujours vécu à Tokyo. J'ai grandi comme un japonais à Tokyo. C'est que toutes les premières expériences que tu fais, toutes les choses que tu fais dans ta vie qui te rendent adulte, moi je les ai fait au Japon, à la japonaise, avec des japonais. Et c'est vrai que je pense que, moi je vous raconte souvent le fait que je suis très bien intégré au Japon, que je me sens bien là-bas, que dans la vie de tous les jours, le fait que je sois un gaikokujin, un étranger, ça me revient jamais dans la face, ou en tout cas très rarement. Et effectivement, le fait d'avoir grandi comme ça au Japon, ça aide beaucoup. Déjà, j'ai beaucoup de références qu'ont les autres japonais. Toutes les choses dont tu vas discuter dans la vie de tous les jours avec les gens, moi je les ai vécues aussi en vivant du coup au Japon à cet âge-là. Et ça effectivement, ça fait que oui, ça aide énormément à l'intégration. Plus en tout cas que quelqu'un qui va venir peut-être à 25 ans ou à 30 ans et qui aura déjà vécu, qui aura déjà grandi en tant qu'adulte ailleurs. Mais pour en revenir à ta question, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que ce sera beaucoup plus difficile de s'intégrer au Japon sans avoir vécu ça? Je te dirais oui et non. Oui, dans le
sens où effectivement c'est quand même un énorme plus, mais je pourrais aussi te dire non parce que ce qui m'a le plus aidé, c'est le fait justement déjà de parler japonais en arrivant, le fait d'avoir cette volonté de m'intégrer, et ça je pense que c'est limite le point le plus important, la volonté de s'intégrer. Je pense encore une fois que ça va passer par l'apprentissage de la langue, par la découverte et la volonté de connaître la culture japonaise, aussi par voilà la rapidité peut-être avec laquelle tu vas choper un petit peu tout ce qui va être les petits codes sociaux. Ça passe par beaucoup de choses au final, l'intégration, c'est vraiment pas quelque chose qui est juste figé dans le marbre en mode voilà, c'est comme ça qu'il faut faire sinon tu seras jamais intégré. Je ne pense pas. Je pense que c'est très malléable au final. Dans tous les cas, si tu souhaites t'intégrer au Japon et que tu fais les petits efforts, je pense que même en arrivant à 25 ans ou à 30 ans, tu pourras tout de même y arriver, même si effectivement, plus t'arrives jeune, plus c'est peut-être facile de t'intégrer. Encore une fois, c'est assez flou parce que c'est des concepts qui le sont. À l'intégration, ça reste malgré tout un concept assez flou. Mais écoute, j'espère que j'ai tout de même réussi à répondre à ta question. Et donc sur ce, écoute, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà, toutes ces petites questions. Il y en avait pas mal qui étaient assez intéressantes, je suis content. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires les questions que vous aimeriez poser pour le prochain Dinomitsu. Et surtout, n'hésitez pas un petit peu à varier les thèmes. C'est-à-dire que forcément, je comprends qu'il y ait beaucoup de questions qui sont un peu personnelles, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions qui sont peut-être des questions un peu plus existentielles sur voilà, est-ce que le Japon est ci et ça, etc. J'aime beaucoup le format débunkage où vous me donnez une question et j'essaie vraiment de vous donner dans les faits la réalité de la chose, etc. Parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur le Japon que j'aimerais un petit peu fracasser. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions-là dans les commentaires. J'y répondrai dans le prochain Dinomitsu. Et sinon, comme d'habitude, écoutez, moi je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Là, on est à 35 000 abonnés des 200 000 abonnés. On vise les 200 000 abonnés pour la fin de l'année. Voilà, en 5 mois, je pense que 35 000 abonnés, on peut le faire. Donc si vous n'êtes pas abonné, surtout que voilà, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de 40% des gens qui mataient les vidéos qui n'étaient pas abonnés. Écoutez, c'est le moment, je compte sur vous, c'est juste là. Et sur ce, écoutez, nous dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo que vous risquez de kiffer. Je dis ça comme ça, mes petits teasings, mais je pense que voilà, ça va vous plaire. C'est un nouveau format, mais ça devrait vous intéresser. Et donc sur ce, écoutez, moi je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye!